les petits connards. Oh non, pas de nous, les petits connards. Là, Un objet, une idée, une idée. Un objet, un objet. Kadar, une idée, les petits connards. ferme ta gueule. Aujourd'hui, nous nous élançons sur une pente savonneuse. On y abîme ses fonds de culotte, on y ferme les yeux ou on lève les bras au ciel. Glissade et reglissade, zim, boum, patatrac, patapouf, fistanal, roule-tabille et pépito. Si l'homme descend du singe, l'enfant, lui, c'est certain, descend du toboggan. Les questions des petits connards et les réponses d'un expert. Mais qu'est-ce que c'est au fond, Jean-Yves, un toboggan ? Eh bien, il convient avant toute chose, effectivement, en préambule, si vous voulez, de baliser, je dirais, un peu le terrain sémantique. Jean-Yves Collin, 47 ans, chercheur au CNRS, spécialiste des objets courbes et de leur influence sur la psychologie collective. Le toboggan revêt différentes formes, différents usages à travers l'histoire, la géographie, et puis aussi l'approche, bien évidemment, sociologique et comportementale de l'objet. Ainsi, nous ne pouvons confondre par exemple le toboggan aquatique et le toboggan de type sec. Dans le même ordre d'idée, il nous faut établir une ligne de démarcation très claire entre le toboggan d'évacuation, donc que l'on peut retrouver sur nos avions de ligne, et le toboggan industriel, évidemment, dont l'objet, en tout état de cause, est le transport des matériaux. Au Québec, on le sait, le toboggan est un type de traîneau. Quant à l'album Toboggan, écrit et interprété par l'artiste Jean-Louis Murat en 2013, si ma mémoire est bonne, eh bien il s'agit là d'une œuvre artistique au talent discutable. Voilà, mais en tout cas, c'est complètement différent d'un toboggan de type classique qu'on s'attend à retrouver dans un parc pour enfants. Donc voilà, je pense que c'est un terme qui a été très galvaudé ces dernières années. Il est important de rétablir effectivement la vérité sur chaque utilisation spécifique du terme, parce que sinon c'est la porte ouverte. 1, 2, 1 and 2, 1, 2, 1 and 2. Première question de l'une de nos jeunes et savantes auditrices, la petite Maëlys, qui nous écrit... nous l'ignorons en fait, mais elle précise avoir été vue pour la dernière fois fin août lors d'un mariage en Isère. Maëlys nous demande quand a été inventé le toboggan, que j'apprécie beaucoup, et surtout pourquoi est-ce que personne n'a pensé à vérifier dans le coffre du DJ, à l'aide. Et elle précise, entre parenthèses, c'est toujours le DJ, 3 points de suspension. Nous nous contenterons, Jean-Yves, bien entendu, d'une réponse à la première question de Maëlys. Alors Maëlys, ta question est tout à fait intéressante et elle s'inscrit de surcroît dans l'actualité immédiate puisque une équipe d'archéologues vient de faire ressurgir au Liban, c'était la semaine dernière, le tout premier fossile de toboggan connu de l'histoire de l'humanité. Il est intact et l'on pourrait à vrai dire encore glisser dessus. On estime qu'il date de l'époque néolithique et selon toute vraisemblance, puisqu'il est fabriqué d'ossements très pointus que l'on s'en servait comme d'une arme rudimentaire pour chasser le mammouth, avec plus ou moins de succès comme on peut facilement l'imaginer. Donc ceci est un premier élément de réponse pour Maëlys. Et si vous me permettez une parenthèse amusante, il faut savoir que les montagnes russes n'ont pas été inventées par un soviétique, malgré donc l'appellation, je ne dirais pas frauduleuse, mais tout de même source d'une grande confusion. Les montagnes russes ont été imaginées en un week-end, le 7 août 1956, par un fabricant de toboggan français, Michel Visquin, qui habitait à Marseille. Et s'était fait refourguer ce week-end-là 7 grammes de cocaïne très pure par un marin de passage. On est donc passé en 2 jours du toboggan aux montagnes russes dans le jardin de Michel, pour ainsi dire, qu'il a fallu faire interner par la suite. Michel, pas son jardin. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Romaric, 8 ans, nous interroge depuis Aurillac. Où peut-on trouver le plus long toboggan du monde ? J'aimerais bien y pousser ma grande sœur qui est très laide à regarder et qui est autiste de toute manière. Alors, Romaric, tu sais, on a cru pendant très 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 longtemps qu'il existait un toboggan reliant notre monde à celui des enfers. Cette superstition a même subsisté jusqu'au XIVe siècle, et il est vrai qu'à l'époque, de nombreux paysans disparaissaient, emportés, disait-on, par une sorte de coulée de boue interminable, un drôle de toboggan donc, et qui les conduisait jusqu'à Lucifer, le seigneur des ténèbres, qui les accueillait en écrasant donc leur partie génitale contre 2 pierres. Mais le mythe des toboggans secrets n'a pas totalement disparu,
puisque certains pensent encore aujourd'hui qu'un toboggan relierait Bordeaux et Paris en moins de 2 heures. Pour être un peu plus factuel, hein, tout de même, le plus long toboggan du monde fait 600 mètres. On peut le trouver à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et il permet d'atteindre une vitesse de 50 km/h et il offre un dénivelé de 92 mètres, ce qui me paraît être une expérience assez raisonnable pour un enfant autiste comme ta grande sœur. Bobby, 13 ans, nous écrit depuis Saint-Louis-les-Beach, en Moselle, et il a également une question pour vous, Jean-Yves. Au terme d'une soirée entre amis, et malgré le fait que j'étais sous l'influence de nombreuses cigarettes de cannabis, j'ai tout de même insisté pour rentrer en toboggan. Résultat, je me suis écorché les fesses sur 300 mètres et je ne peux m'exprimer aujourd'hui qu'en clignant des yeux. Qu'en est-il de la prévention ? Bobby, merci pour ta question car on n'aborde pas assez in situ, je dirais, les dangers inhérents à l'art délicat de la glissade. Cela dit, il est tout à fait intéressant de constater que la démocratisation du toboggan tel que nous le connaissons aujourd'hui, eh bien cette popularisation date du début du siècle, avec la vague de suicides infantiles qu'a connue l'Écosse entre 1908 et 1912. Les petits connards écossais à cette époque avaient en effet pour habitude de se jeter la tête la première depuis les modules de jeu, et l'on dénombre environ 7 millions d'enfants tués au cours de cette sombre période de l'histoire. La réponse à ce problème majeur de santé publique fut donc d'intégrer une surface glissante respectant une courbe acceptable à tous les modules de jeu. Et ainsi donc, les enfants écossais du début du siècle en furent-ils réduits, au lieu de se suicider, d'effectuer une innocente glissade et se stabiliser sans encombre au pied du dit module. Cette mesure sécuritaire fut donc exportée à travers toute l'Europe et l'on peut par conséquent observer une chute vertigineuse tout à fait significative de la mortalité infantile, enfants donc sains et saufs qui ont pu par la suite être employés dans les mines de charbon. Donc l'introduction du toboggan à grande échelle est donc en corrélation majeure et indiscutable avec les prémices de la révolution industrielle et des bienfaits donc du capitalisme. Cela dit, bien entendu, je ne recommande à personne évidemment de rentrer chez lui en toboggan sous l'influence cannabique, et le cas de Bobby et il me semble tout à fait illustratif de ce phénomène. La dernière question pour aujourd'hui revient à Jean-Serge, 5 ans, qui nous écrit depuis la Sologne. Voici des mois que je tente d'arrêter le toboggan car sa pratique obsessionnelle m'éloigne de mes proches. Je suis en échec scolaire, j'ai peur de me radicaliser car je regarde beaucoup de tutos YouTube. Je ne crois déjà plus à certaines formes de glisse et je pense qu'il existe un certain type de toboggan qui a tendance à envahir les parcs pour enfants. S'agit-il d'un complot ? Oui, Jean-Serge, je pense, fait référence ici au toboggan à 2 bosses, qui d'ailleurs, malgré une croyance populaire bien ancrée, se trouve rarement être un dromadaire. Donc toboggan et addiction, radicalisation, perte de repères, ces questions sont aujourd'hui plus que jamais, évidemment, au cœur des préoccupations des chercheurs que nous sommes. Un premier élément de réponse se trouve peut-être dans l'expérimentation assez controversée menée par le docteur Hubert Fleisch en 1938. Donc cette expérience consistait en effet à subtiliser un jeune enfant au bras de sa mère, dans un premier temps, et de tenter ensuite de remplacer l'affection maternelle, donc les caresses, les comptines, par des glissades répétées, pour ne pas dire incessantes, sur le même toboggan de laboratoire. Donc 2 assistants de Fleisch, comment ça se passait 2 assistants de Fleisch travaillaient main dans la main, donc l'un lançait l'enfant sur le toboggan, tandis que l'autre le réceptionnait en bas, puis le rebalançait vers son collègue qui de nouveau replaçait l'enfant témoin, si vous voulez, dans la coulisse, et ainsi de suite. Donc ces séances duraient environ une dizaine d'heures par jour et l'enfant n'était plus jamais appelé par son prénom. Donc au-delà des questions éthiques posées par une telle expérimentation, eh bien on observe quoi ? On observe malgré tout que la pratique intensive du toboggan peut être à l'origine de troubles affectifs sévères et de l'apparition tout à fait inexpliquée par ailleurs du scorbut chez l'enfant de moins de 8 ans. Donc pour terminer, je dirais aux petits connards qui nous écoutent de glisser avec modération d'abord, en prenant du plaisir malgré tout, et puis évidemment dans le respect des différents types de toboggans que nous pouvons retrouver sur nos aires de jeu. Les petits connards. Oh non, pas de nous, les petits connards.
Un objet, une idée, une idée. Un objet, un objet. Tadar, une idée. Des petits connards. Ferme ta gueule.